Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'À la Source. Au sommaire de ce journal, des responsables de la pastorale en milieu militaire du monde entier rassemblés en congrès à Paris. L'affectivité et la sexualité des jeunes au cœur des préoccupations du diocèse de Versailles. Et puis le 100e anniversaire des communautés catholiques francophones dans le monde. Cyril Le Peigneux prendra le relais pour le dossier du jeudi avec deux invités. Cyril, un mot sur le thème du dossier de ce soir ? Oui, alors après celle des rythmes scolaires, voilà la réforme du collège qui devrait entrer en application à la rentrée 2016. Nous débattons de ce projet avec Jérôme Ancibiro de La Vie et Gérard Leclerc de France Catholique dans quelques minutes. La pastorale des forces armées est une préoccupation constante pour l'Église. Régulièrement, les responsables des ordinariats militaires, équivalents de diocèses aux armées, de toute l'Europe se réunissent pour mettre en commun leurs expériences sur les théâtres d'opérations militaires et renforcer leur collaboration. Pour 2015, le congrès des ordinaires s'est déroulé à Paris. Exceptionnellement, ce rassemblement était ouvert cette année aux évêques du monde entier. À Paris, le Congrès européen des ordinariats militaires est intervenu dans un contexte international toujours plus tendu. Il était placé sous la présidence du cardinal Marc Ouellette, le préfet de la Congrégation pour les évêques. Il faut tout faire pour répondre aux défis de cette troisième guerre mondiale qui est en morceaux, si vous voulez, sur plusieurs fronts, sans être déclarée, mais qui fait des ravages partout sur la planète. Alors, il y a comme une prise de conscience qui doit s'approfondir du besoin d'un engagement de l'Église en faveur de la paix. Pour mener à bien cette mission, les évêques ont échangé leurs expériences et dialogué autour des problèmes qu'ils rencontrent. Depuis l'Afghanistan, nous avons des opérations de guerre qui sont beaucoup plus violentes, avec des situations dans lesquelles les hommes reviennent beaucoup plus traumatisés. Et ça nous demandait effectivement d'avoir une nouvelle approche, ou une approche un peu approfondie. Donc il nous faut que les aumôniers soient prêts à cela. La question de la formation des aumôniers était centrale. Un certain nombre de diocèses aux armées doivent en effet réapprendre leur mission en temps de guerre et faire face à la crise des vocations. Quel message pouvons-nous donner? Est-ce un message simplement de réconfort? Quel message de paix réelle? C'est-à-dire au-delà du confort de la sécurité, de notre petit ordre qui tourne autour de notre pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a autre chose comme dynamique, et en particulier comme dynamique évangélique? Je crois que peut-être pour la première fois depuis des décennies, les regards de beaucoup sont tournés aujourd'hui vers nos aumôneries militaires. Les évêques ont également voulu renforcer leur collaboration alors qu'ils ont peu d'occasion de se rencontrer. La prochaine édition du congrès aura lieu dans 4 ans. Point fort de ce congrès des ordinaires du monde entier, les vêpres, puis la messe célébrée par Monseigneur Luc Ravel, évêque aux armées françaises, à la cathédrale Notre-Dame. Une vingtaine d'évêques étaient présents. Au total, près de 30 pays étaient représentés. Et puis les participants à ce congrès sont appelés à participer au traditionnel pèlerinage militaire international à Lourdes, organisé par le diocèse aux armées françaises, qui débute demain vendredi et s'achèvera dimanche. Thème « Qu'as-tu fait de ton frère ?» Nous en reparlerons sur notre antenne la semaine prochaine. Diplomatie, un accord bilatéral entre le Saint-Siège et la Palestine, conclu hier au Vatican, reconnaît clairement l'État de Palestine. Discuté depuis une quinzaine d'années, cet accord concerne principalement l'activité de l'Église catholique et sa reconnaissance juridique dans les territoires palestiniens. Signature prévue dans les prochains jours. Le Vatican a aussi assuré que l'accord économique discuté depuis 20 ans avec Israël était presque prêt. Il concerne en particulier les propriétés de l'Église et les régimes fiscaux. Actualité internationale, tempête politique au Burundi. Dans l'œil du cyclone, le président Pierre Nkurunziza, qui brigue un troisième mandat. Ces derniers jours ont été marqués par de violentes manifestations contre le président sortant. Dans un message, les évêques burundais ont lancé un appel au calme pour que les élections aient lieu en toute sécurité, en toute liberté. On écoute le secrétaire général. C'est une surprise, une heureuse surprise. On ne s'y attendait pas. Donc la première réaction, nous observons la première réaction des gens, c'est la jubilation de joie. Tout d'un coup, ces gens-là qui étaient en ville et qui étaient poursuivis par la police, alors on commençait donc à manifester, à éclater de joie, à crier, à danser, mais aussi à féliciter les militaires, parce que les militaires se sont toujours montrés donc non violents, les chants qui félicitent les militaires d'avoir bien fait avec
cette décision. Et puis le mouvement commence à être normal. On voit que vraiment la situation vient de changer d'un coup. Alors, petit à petit, on saura la suite, comment la situation va évoluer. En Chine, les autorités communistes franchissent une nouvelle étape dans la lutte contre l'influence croissante des chrétiens dans le pays. Un nouveau projet de loi présenté par les autorités dans la province du Zhejiang, où la campagne antichrétienne bat son plein depuis 2 ans, prévoit ainsi d'interdire de placer des croix au sommet des édifices religieux catholiques et protestants. On part en Terre Sainte maintenant, direction Jérusalem, où s'est achevé aujourd'hui le 5e forum global pour la lutte contre l'antisémitisme. Le père Patrick Desbois, spécialiste des relations avec le judaïsme, représentait l'Église de France. Nous l'avons joint par téléphone. Je crois qu'ils savent que l'Église catholique a fait tout un chemin depuis le Concile, qui ne considère pas simplement l'antisémitisme comme un problème, mais comme un péché contre Dieu et contre l'humanité, comme le disait souvent le pape Jean-Paul II. Je dirige moi-même un forum pour savoir comment le dialogue interreligieux peut ouvrir des portes pour faire baisser l'antisémitisme. Et c'est suite à cela que nous donnerons des recommandations qui seront envoyées aux différents pays. Il y a d'abord un appareil de législation. Les différents pays regardent comment ils s'engagent eux-mêmes, au niveau légal, contre les actes antisémites. Mais il y a aussi, je dirais, une volonté d'éduquer les nouvelles générations qui n'ont pas forcément connu la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas connu la Shoah, qui n'ont pas connu le Vatican II et qui, sans se rendre compte, peuvent retourner dans les anciens clichés contre les Juifs. Église à l'étranger toujours, lundi prochain marquera le centenaire des communautés catholiques francophones dans le monde. Le 18 mai 1915, à la demande du poète et ambassadeur Paul Claudel, le recteur de l'Institut catholique de Paris, Monseigneur Baudrillard, fondait le comité de propagande français à l'étranger, ancêtre du réseau actuel. Les célébrations ont été présentées hier matin à Paris, à la conférence des évêques de France. Il y a 2 millions à peu près d'expatriés français, selon le ministère environ, qui partent à l'étranger et qui cherchent justement, au bout d'un certain temps, ils cherchent bien sûr immédiatement à s'intégrer dans le pays d'accueil, mais très vite aussi, ils ont envie de parler avec des francophones, de retrouver un peu leurs racines et leur foi. Par exemple, je prends Bombay, où les laïcs ont créé cette communauté pratiquement tout seuls. L'idée n'est pas de prendre la place des diocèses locaux, bien entendu, mais de permettre à tous ceux qui viennent pour 3 ans, 6 ans, etc., de se retrouver, de partager. Voilà. Il y a à peu près 200 lieux où dans le monde on peut avoir une messe en français et on peut rencontrer des gens qui parlent français. Donc il y a un avenir très important pour ces communautés, tant qu'il y aura des émigrés français et des francophones à l'étranger. Dans le cadre des commémorations de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a 70 ans, un bel hommage rendu par la France et l'Allemagne lundi à la cathédrale de Reims. Le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius et son homologue allemand ont présidé la cérémonie d'inauguration des vitraux réalisés par l'artiste Imi Knöbel et offerts par l'Allemagne. Il s'agit d'une des initiatives les plus marquantes prévues pendant le jubilé de la Miséricorde, l'envoi par le pape François de missionnaires de la Miséricorde. Ces prêtres du monde entier auront la possibilité d'absoudre des péchés qui relèvent habituellement du siège apostolique ou bien du pénitencier majeur diocésain. Parmi ces péchés, l'avortement, considéré également par l'Église comme un délit, pour lequel est prévue l'excommunication immédiate, l'éclairage d'un canoniste. Le péché grave, qui aussi c'est un délit, avec une excommunion, c'est l'avortement advenu. Alors là, l'excommunication touche la mère et tous ceux qui y concourent. Cette excommunication est réservée simplement à l'évêque. Il peut aussi absoudre remettre cette peine à travers le chanoine pénitencier. Il y a de la part du pape avec ce geste, c'est une façon de faciliter aux fidèles le pardon, redécouvrir cette miséricorde de Dieu. Évidemment, les gens doivent se repentir et puis ils devront, ceux qui vont se confesser de cela, accomplir une pénitence qui ne sera pas simplement une petite prière, n'est-ce pas? Direction Versailles maintenant, parler de la sexualité et de l'affectivité chez les jeunes, c'était l'un des engagements qui avait émergé du synode diocésain convoqué par Monseigneur Aumonier en 2010-2011. Engagement qui s'est concrétisé le week-end dernier par des assises auxquelles ont participé 350 personnes, formateurs, parents, enseignants et bien sûr de nombreux jeunes. Je vous propose d'écouter quelques témoignages.
La vie relationnelle et sexuelle a une telle importance pour le bonheur humain, pour la construction d'un jeune, qu'il est fondamental que les adultes, et notamment que les éducateurs, fassent le point sur cette question-là, pour essayer d'entrer véritablement en dialogue avec des jeunes qui cherchent un sens à ce qui partout leur est proposé comme quelque chose qui, en fait, renvoie à des déterminismes, à des pulsions, à des éléments qu'ils ne maîtrisent pas. Avant de s'appuyer sur notre foi, il faut déjà s'appuyer sur notre intelligence pour comprendre la réalité de ce qu'on vit en tant qu'homme et en tant que femme. C'est vraiment une façon de leur faire adhérer à notre discours. Si on parle à nos jeunes de sexualité sans avoir conscience du tout de l'ambiance dans laquelle ils baignent, eh bien on passera toujours à côté de ce qu'ils vivent et on ne répondra pas à leurs questions et ils ont besoin de réponses pour pouvoir construire leur avenir. L'Église catholique tamoule indienne était à l'honneur aux missions étrangères de Paris samedi dernier, fête de Notre-Dame de Velankani, aussi appelée Notre-Dame de Bonne Santé. Après la procession mariale, une messe était célébrée dans les jardins en présence d'une dizaine de prêtres et de très nombreux fidèles. On referme cette page Église en France avec l'inauguration dimanche soir à Toulon du bar des missionnaires de la Miséricorde. La communauté avait racheté aux enchères ce local autrefois fréquenté par la communauté homosexuelle de la ville. Voilà, on passe maintenant à la revue de presse. Cette semaine, dans La Vie, un dossier consacré à la réforme du collège. Pourquoi ça coince? L'hebdomadaire a passé le projet de loi au crible. Famille chrétienne enquête sur les francs-maçons. Leur influence est loin d'avoir disparu, affirme le journal, notamment au Parlement où ils inspirent les prochaines étapes de la révolution anthropologique. Faut-il encore croire en la paix? C'est la question que pose Pèlerin cette semaine. À travers le dialogue et sur l'hebdo, on peut dépasser le dilemme entre naïveté pacifiste et le principe de réalité. Elle s'appelle Sol Violette à Toulouse, Galeco à Rennes, Eusko au Pays Basque. Les monnaies locales complémentaires sont en plein essor, constate Réforme, au point de faire l'objet d'un rapport remis récemment au gouvernement. France catholique met à l'honneur une grande figure caritative irlandaise, peu connue en France, Christina Noble. Un film relatant son action au Vietnam va sortir en salle mercredi prochain. Voici maintenant la chronique du jeudi. Monseigneur Di Falco revient sur le drame des naufrages en Méditerranée d'embarcations surpeuplées de migrants clandestins. Bonjour. À l'heure où nous célébrons le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien, où plus d'1 million d'Arméniens ont trouvé la mort, un autre drame se produit sous nos yeux sans qu'aucune solution n'indique un revirement de situation. On estime que depuis l'an 2000, 22 000 migrants sont morts lors de leur tentative de rejoindre l'Europe. Depuis le 1er janvier de cette année, ce sont près de 1800 personnes qui ont disparu en Méditerranée alors qu'ils espéraient des jours plus heureux sur notre continent. D'un côté, nous sommes confrontés à une double détresse, celle de ces milliers de personnes qui se sont noyées ou qui malheureusement vont se noyer encore dans cette mer qui accueillera d'ici quelques semaines des millions de vacanciers sur les plages de l'autre rive et celle de l'Italie qui, par sa position géographique, doit faire face seule dans la gestion de ce drame. De l'autre côté, nous sommes confrontés à l'impuissance de l'Union européenne, ou plutôt son manque de volonté d'agir, et à la faiblesse de l'agence Frontex. Cette situation amène les politiques à proposer de mauvaises solutions, celle de détruire les bateaux des migrants à leur départ, de faire un blocus maritime, donc de tout faire pour que la détresse, la misère, la pauvreté, la violence et la faim restent de l'autre côté de la Méditerranée. Il est tellement plus confortable de savoir que ces personnes vont mourir sur le continent qu'en essayant de rejoindre le nôtre. Éloignons la mort de quelques centaines de kilomètres, qu'elle ne vienne pas entraver et surtout polluer notre Méditerranée tant aimée. Alors, mesdames et messieurs les décideurs, à cette heure où nous célébrons le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien et où nous venons de vivre la journée du souvenir des victimes de la déportation, combien de temps encore il nous sera plus facile de pleurer les morts que de tenter de sauver les vivants. À bientôt. Merci Monseigneur et à bientôt. Place maintenant au dossier. Je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Devant la levée de boucliers s'opposant à la réforme du collège, la majorité s'efforce de faire bloc autour de la ministre de l'Éducation nationale. François Hollande a appelé une nouvelle fois à la solidarité du gouvernement après le Conseil des ministres.
Cette réforme du collège marque-t-elle la fin de notre civilisation? Nous en débattons avec nos deux invités, Gérard Leclerc, éditorialiste à France Catholique. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Et puis Jérôme Ancibero, rédacteur en chef à La Vie. Bonsoir. Bienvenue. Alors une des raisons de cette réforme est de lutter contre l'ennui au collège. A priori c'est plutôt une bonne idée, non? Sans doute, mais quand même, ça me laisse un petit peu rêveur cette formule. Et vous, Jérôme? La même chose. C'est très bien de ne pas s'ennuyer, mais c'est parfois très bien de s'ennuyer aussi. Ça permet de prendre la mesure de ce qui nous manque, de prendre la mesure de ce qui est difficile à faire, du chemin qui reste à parcourir. Donc, quand on lit tous les grands auteurs qui ont écrit sur l'école, généralement, ils expliquent que l'ennui est fécond. D'une certaine façon. Alors après, il ne s'agit pas de s'endormir, donc. Voilà. Alors on a vu dans ce programme qui devrait donc être mis en place en septembre 2016, on a vu des petites nouveautés, notamment les EPI, là c'est les enseignements pratiques interdisciplinaires, justement pour lutter un peu contre l'ennui. Ça vous paraît séduisant ? C'est encore là, le but, c'est aussi d'intéresser les élèves. Donc là aussi, c'est de dépasser l'ennui. Donc a priori, c'est plutôt sympathique. Il s'agit de donner du sens à ce qui est enseigné. Pourquoi pas? Moi, je me souviens de mon expérience personnelle, je me souviens d'avoir fait en physique, en première, des exercices sur ce qu'on appelle des amplificateurs opérationnels. Par exemple, il s'agissait avec des équations, en fait, on avait des exercices, et puis on nous expliquait qu'il s'agissait de faire passer un signal sinusoïdal, un signal carré, donc c'était très sympathique, sauf que je ne savais pas pourquoi, à quoi ça servait. Donc peut-être qu'en mettant en place des enseignements plus pratiques, on peut éventuellement passionner les élèves, et éventuellement en croisant les matières entre elles. Pourquoi pas? Le problème, c'est que les différents modules qui ont été présentés peuvent poser question. Je crois qu'il y en a un où c'est société et information, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être du débat médiatique à un niveau encore moindre? Il y en a un autre sur l'environnement? Oui, un autre sur le développement durable. C'est très sympathique, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et puis, des exemples qu'on a pu voir dans des lycées ou des collèges qui ont déjà lancé des expérimentations sont parfois comiques. J'ai vu un reportage récemment où on montrait un enseignement croisé entre un professeur d'éducation physique et un professeur de français. Il s'agissait de faire une vidéo pour expliquer que le handball, c'était un sport sympathique. Bon, je ne suis pas sûr que ce soit le rôle du collège de faire ça. Alors Gérard, au-delà de la lutte contre l'ennui, il y a un autre objectif avancé de cette réforme, c'est de réduire les inégalités de destin. Un mot sur ce qui peut... je sais pas, c'est une utopie, c'est quoi? Vous y croyez? Sans doute une utopie. Le mot inégalité m'a toujours posé des problèmes, comme le mot égalité. J'en comprends, comment dirais-je, le bien fondé, mais bon, c'est une notion mathématique qui me paraît parfois un peu difficilement transposable dans le domaine même des sciences humaines. Enfin, peu importe. Enfin, s'il s'agit d'aider le maximum d'enfants et de jeunes à acquérir une culture pour s'en sortir dans la vie, oui, bien sûr, il faut mettre tous les moyens en jeu pour aider ces enfants. Et d'ailleurs, c'est ce que je retiens, moi. Bon, l'intention me paraît indiscutable. On parle des mauvais classements de l'enseignement français au fur et à mesure des années, etc. Il y a probablement quelque chose à faire. Mais moi, ce que je relève quand même dans le grand débat qui a lieu en ce moment, c'est que nous avons affaire quand même à deux philosophies différentes de l'éducation. C'est une vieille coupure, une vieille opposition entre les pédagogistes et les classiques, qui sont appelés à un moment républicains, et Alain Finkielkraut s'est distingué notamment, et continue à se distinguer par sa pugnacité en faveur d'une école qui, en fait, apprend la culture générale, ce qu'on appelait autrefois la culture générale. Une culture générale qui s'est trouvée complètement dévaluée. Même moi, avec des proches, je me trouve en conflit, les proches me disent, mais tu sais, tu rêves, les jeunes générations ne sont pas comme les nôtres ou comme la tienne. Mais oui, parce qu'à quoi ça sert la culture générale? Ouais. À quoi ça sert?
Ça sert à se diriger dans la vie, tout simplement. Et c'est un des problèmes de fond. C'est sous prétexte que des jeunes générations ne sont pas capables d'accéder à la culture classique qu'on était censé enseigner auparavant, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Ça fait 40 ans en fait que les réformes s'accumulent. Hein. C'est pas la réforme de Najat Vallaud-Belkacem qui va faire s'effondrer le monde. Hein. L'effondrement du monde a commencé il y a au moins 40 ans. La réforme Abi est un marqueur. Par exemple. Ouais. Voilà. Donc la culture classique, c'est une culture inutile. Voilà. Mais grâce à laquelle on peut se diriger dans la vie. Voilà. Et apparemment, cette culture classique n'a plus les honneurs de l'éducation nationale, sous prétexte qu'elle serait devenue inaccessible aux jeunes générations. Vous faites référence notamment, là, par exemple, dans le cas présent, à l'enseignement du grec et du latin ? Par exemple, c'est-à-dire sous prétexte... Alors là, il y a deux choses sur le latin et le grec. Il y a un soupçon d'élitisme qui est absurde, puisque les élites économiques ou politiques aujourd'hui se fichent bien du latin. Hein. Il faut le dire, que pour rentrer dans une grande école de commerce, il n'y a pas d'épreuve de version latine. Il suffit de connaître Homo economicus. Voilà, on ne vous demande pas de traduire du Cicéron. Donc là, il y a un faux débat. Et puis, il y a aussi autour de ces questions des langues classiques, une volonté de séparer les savoirs utiles et soi-disant inutiles. Voilà. Et en expliquant que le latin et le grec, non seulement c'est inutile pour la vie, mais en plus les jeunes ne s'y intéressent pas, puisque c'est pas proche de ce qu'ils vivent au quotidien, ce n'est pas proche de ce qui les intéresse. Mais justement, le rôle de l'école, c'est d'ouvrir à une altérité, c'est d'ouvrir à quelque chose d'autre. Et si on ne le fait pas à l'école, a priori, ça va être difficile de le faire ailleurs. Complètement d'accord. C'est ça, on vous imagine plutôt d'accord. Complètement. En même temps, moi je conteste l'idée que même les jeunes d'aujourd'hui ne pourraient pas accéder à cette culture-là. Il y a des exemples. Malheureusement, j'ai oublié le nom de cette jeune femme qui a écrit un livre superbe, préfacé par George Steiner, qui explique comment, dans une banlieue extraordinairement métissée, elle a fait passer cette culture-là avec un succès incroyable. Je pense que enfin, on tient pour définitif des choses qui ne le sont pas du tout. Alors, vous avez noté peut-être Marc Fumaroli, professeur au Collège de France, qui parle du coup de grâce pour le latin et le grec. Vous, c'est pareil, c'est la même réaction. En même temps, le latin et le grec, ça aide à réduire le taux de chômage ou pas ? Pourquoi pas ? Moi, je pense qu'une solide formation classique, une formation de l'esprit, prépare à bien des choses. Je n'ai aucune statistique dans ce domaine, mais on m'a déjà parlé d'écoles qui formaient aux humanités classiques et qui avaient des débouchés dans l'industrie très, très directs. Et d'autre part, ce n'est pas le rôle de l'école de réduire le taux de chômage. Hein. C'est d'apporter une culture de base. Effectivement, il y a des pays où on peut tout à fait suivre un cursus de langue classique et être embauché dans des entreprises où on vous forme à des postes bien précis. On n'a pas besoin de passer par l'école et de passer par des écoles spécialisées pour ça. Mais là, il y a un véritable scandale autour des langues classiques. Pas tant pour les langues classiques, on peut vivre sans avoir fait du latin ou du grec. Voilà. Mais c'est le principe même de cette séparation de la culture qui vaut quelque chose, et la culture qui est utile et la culture qui est inutile. C'est absolument incroyable. Et on demande à l'école de résoudre des questions qui ne relèvent pas d'elle. L'école est là pour apporter des savoirs, pour transmettre des savoirs. Si on veut réduire le taux de chômage, il y a d'autres choses, hein. Il y a des entreprises, il y a un ministère des Finances, il y a tout un tas d'organismes, d'instances qui existent. Ce n'est pas à l'école de s'occuper de ça. Alors vous avez noté que les syndicats d'enseignants appellent à une journée de grève et de manifestation le 19 mai prochain. Vous en serez, Gérard ? Je ne suis pas dans l'enseignement. J'ai enseigné 1 an dans ma vie, mais c'était en Afrique, pour dire, dans un tout autre contexte. Mais je remarque quand même que les syndicats n'ont pas tous les mêmes motifs de manifester. Là.
Oui, c'est pas original. Vous descendrez dans la rue pour les soutenir? C'est ça, je regarderai mon emploi du temps. Mais il faut voir effectivement qu'il y a des syndicats qui soutiennent la réforme, hein, comme le SGEN CFDT par exemple, des syndicats qui ne la soutiennent pas et pour des raisons différentes. Par exemple, si certains ne la soutiennent pas pour des raisons de fond, telles que celles que nous venons d'évoquer, il y en a d'autres qui ne la soutiennent pas pour des raisons peut-être plus corporatistes, parce que effectivement la réforme du ministère de l'Éducation a des effets sur les métiers. Un enseignement interdisciplinaire, par exemple, ça casse l'organisation en discipline. Alors ça sera sans doute le sujet d'un prochain dossier. Je vous remercie messieurs pour votre présence, pour nous avoir partagé un peu vos avis éditorialisés. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez la revoir sur ktotv.com. On vous donne donc rendez-vous mardi prochain. On vous souhaite aussi une bonne fête de l'Ascension et une bonne soirée. Au revoir.